C'est au tour de Alex Fresne de WaterTech de nous parler de bonnes pratiques de développement pour des applications sur Unity performantes et efficaces. Bonjour, je m'appelle Alex French, je suis le fondateur d'OtterTech Studio. On développe des applications en réalité virtuelle et réalité augmentée pour les entreprises et je vous le donne en mille, on utilise Unity comme outil de création. À la différence des deux autres talks, il y aura zéro Unity. Moi, ça va être du 100% théorique. Je vais y avoir des schémas et je vais vous casser le crâne juste avant le repas. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler d'architecture logicielle. Vous savez, le truc ultra relou dont personne ne veut entendre parler, et pourtant, c'est quand même super important. Et je vais commencer avec une petite anecdote, parce que je pense qu'on a tous vécu ça. Vous êtes beaucoup, voire quasiment tous des développeurs. Je suis sûr que vous allez avoir un petit peu d'écho. Vous récupérez un projet, on vous demande de faire un fixe. Vous commencez à farfouiller dans le projet, donc déjà vous voyez que c'est le bordel. Bon, voilà, tous les projets sont plus ou moins bordel. Vous trouvez le bug, vous le fixez, et par une raison absolument improbable, vous avez un truc qui pète à l'autre bout de l'application et vous n'avez aucune idée de pourquoi. Et vous allez passer 2 jours et demi à essayer de comprendre. Et au bout d'un moment, vous allez dire, OK, en fait, on va laisser ce truc dans un coin et on n'y touche plus. Parce que c'est inexplicable. Levez la main si ça vous est déjà arrivé. Voilà. Donc, c'est là que on va vraiment parler du fait que oui, en fait, l'architecture logicielle, c'est important parce que ça permet d'éviter ce genre de dinguerie. Voilà. Et malheureusement, il y a trop peu de gens qui prennent le temps de faire les choses correctement à ce niveau-là. Et c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste faire les choses correctement. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. En fait, quand on parle de faire une application en XR, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a beaucoup de couches qui viennent se mettre par-dessus. Déjà, on va avoir la plus grosse problématique, c'est du matériel spécifique. En fait, on l'oublie un petit peu quand on a le nez dedans, mais faire une application qui fonctionne sur un casque de VR, sur un smartphone, sur des lunettes de réalité augmentée, en fait, on a déjà la problématique de faire en sorte que ça marche sur le matériel. Et c'est pas rien. Voilà. Ensuite, on va avoir la couche avec les outils qu'on va utiliser. Donc aujourd'hui, plus personne fait son propre moteur, à part certaines boîtes qui sont ultra spécialisées. Donc typiquement, vous avez Unity qui marche très bien. Sauf qu'à la base, Unity, c'est vraiment juste la partie 3D temps réel. Donc ça vous gère une partie du projet, mais c'est vraiment une couche qu'il va falloir gérer ensuite. Donc par-dessus, vous allez créer probablement vos propres outils par rapport à ce que vous avez besoin de faire. On a toujours besoin de faire des choses spécifiques, même si Unity est super flexible. Justement, c'est suffisamment flexible pour vous proposer un set d'outils de base, comme ça a été présenté par rapport au VFX Graph, et après, par-dessus, vous allez pouvoir créer vos propres outils. Et enfin, par-dessus tout ça, c'est par-dessus que vous allez pouvoir créer l'expérience que vous voulez faire par rapport à vos clients. Il y a beaucoup d'étapes là où ça peut merder. Donc, bon, la partie 3D temps réel, on va pas se mentir, Unity fonctionne quand même bien, hein. Il y a quelques bugs, comme dans tous les logiciels, mais dans l'ensemble, ça marche quand même bien. La partie matériel, c'est là que ça devient drôle. Parce que voilà, faites des applications compatibles sur plusieurs casques. Vous allez voir. OpenXR, c'est compatible partout. Oui, bien sûr. Après, vous allez faire vos propres outils. Et c'est sur les deux derniers éléments que là, ça peut devenir compliqué. Parce que si vous créez vos propres outils, c'est vous qui allez devoir les maintenir. Et il y a deux options. Je fais un projet pour une boîte qui va présenter une expérience sur un salon. Ça va être un one-shot. On fait l'expérience et on ditch le truc, on jette. Donc là, à ce moment-là, on peut coder n'importe comment parce qu'on sait que c'est un projet one-shot. On va le livrer, ça va être utilisé, on n'en parle plus. Sauf que la plupart des cas, quand on bosse dans du B2B, c'est qu'on va créer une application. Cette application, votre client, il va se la traîner pendant plusieurs années. Traduction, vous allez vous payer le debug pendant plusieurs années. Ça peut être pire, vous pouvez récupérer le travail d'une autre boîte qui a fait n'importe quoi et vous payez le debug du travail des autres. Et du coup, bah, c'est là encore une fois qu'il faut se dire, c'est quand même bien si on avait fait les choses correctement et qu'on s'arrache pas les cheveux à chaque fois que le client nous appelle pour nous dire, ça serait bien de rajouter cette feature. Et encore moins que quand on lui dise, bah écoute, Coco, ça va prendre 4 jours et demi pour ajouter un bouton sur ton écran. Généralement, le client n'est pas très content quand on lui dit ça. Parce qu'il comprend pas, en fait. Et à juste titre, ça devrait pas être aussi compliqué. Ça devrait pas être aussi risqué de faire des choses simples dans une application. Maintenant, en fait, quand on parle d'architecture, il y a toujours le côté ouais, mais c'est chiant ou alors c'est trop compliqué. Et il y a ce mythe, en fait, de se dire on va trouver l'architecture parfaite qui marche tout le temps et genre c'est le Saint Graal, et on le définit dès le départ, ça bouge pas et c'est parfait. C'est faux. Ça n'existe pas. En fait, il y a, ça pose problème sur plusieurs niveaux. C'est que si on pose une architecture très forte dès le départ, on va se retrouver à manquer de flexibilité.
C'est un des problèmes principaux qu'on a dans le jeu vidéo, la 3D temps réel et du coup la réalité étendue, c'est qu'on a besoin de flexibilité. On va en reparler, mais le client, il va venir vous voir en vous disant, j'ai un besoin, vous allez faire spécifiquement ce qu'il a dit, il va tester l'application, il va dire, mais c'est nul, en fait, je veux pas ça, c'est ce que tu as demandé. Donc c'est très très itératif, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement flexible. Donc si vous posez une structure qui est super rigide dès le départ, bah déjà, vous vous tirez une balle dans le pied, c'est mort, ça va être la merde. Ensuite, à un moment donné, on est obligé de faire des choix parce que la technologie, parce que vous allez utiliser un casque spécifique, parce que vous avez besoin d'utiliser, je sais pas, le hand tracking du MetaQuest parce qu'il est plus performant, parce que ci, parce que ça. Donc il y a des moments où vous allez devoir faire des choix, et ces choix, ça a forcément un impact sur l'architecture que vous allez poser. Plus exactement, bah, ça va dans les deux sens. Donc plus vous allez poser une architecture qui est complexe, plus ça va vous mettre des bâtons dans les roues. Et enfin, dernier point, c'est que si vous commencez déjà par faire ça, dès le début de votre projet, vous avez déjà de la dette technique. Donc quand vous allez râler que vous avez récupéré un projet tout pourri d'un autre studio que vous voulez pas nommer, bah en fait vous allez vous dire bah en fait vous êtes en train de faire pareil. C'est juste que comme c'est votre projet, vous dites non mais moi ça sera mieux. Personne n'est dupe, ça sera pas mieux, ça sera juste différent. Ça sera une merde différente, mais ça sera la même merde quand même. Et tout ça, ça m'amène au fait que bah qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Parce qu'on a les deux extrêmes, c'est tout ça on fait trop d'architecture, on se retrouve à avoir 15 niveaux différents, il faut créer 15 composants pour ajouter un pauvre bouton dans une interface. Ça, c'est valable quand vous bossez dans une très très grosse boîte et qu'il y a des process, il y a déjà des outils qui sont forcés à être utilisés, etc. Euh, ou alors vous dites, on y va en mode YOLO, on fait au feeling et ça va bien se passer. Alors, on est d'accord qu'aucune de ces deux options n'est valable. Dans les deux cas, ça va être compliqué pour des raisons différentes, mais ça va être compliqué quand même. Donc l'idée, en fait, c'est de trouver un juste milieu par là pour mettre en place juste ce qu'il faut d'architecture, pas trop vous enfermer dans une structure qui est rigide pour garder de la flexibilité, mais quand même pour avoir un minimum de structure pour pouvoir avancer et que toute votre équipe puisse avancer dans la même direction. Parce que développer en solo, c'est une chose, développer dans une équipe, là, ça devient vraiment drôle. Parce que personne code pareil. Mais d'accord, hein. Donc c'est là que je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les conventions de nommage, voilà, les bonnes pratiques, etc. Mais si vous n'avez pas une architecture qui est un minimum définie, bah, chacun va faire plus ou moins à sa sauce et vous allez avoir une partie de l'application qui va être faite comme ça, une autre partie de l'application qui va être faite comme ça. Et quand vous arrivez dessus, vous comprenez plus rien. Ça coûte de l'argent en fait, parce que ça va vous prendre du temps à comprendre, à corriger, à adapter, etc. Donc après, dans l'absolu, tout le monde veut bien faire. Alors, je suis sûr qu'il n'y a aucun d'entre vous qui a bossé sur un projet en disant ce projet-là, là, je vais faire exprès de le pourrir. Ça arrive pas, ça. On veut tous bien faire. Le truc, c'est qu'on a tous des contraintes. On n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on n'a pas les ressources. On ne peut pas faire le projet parfait. Donc, il faut trouver une astuce pour arriver à faire au mieux, comme je l'explique à mes élèves, c'est l'entropie. Voilà. Dans tous les projets, il va y avoir un certain niveau d'entropie. Peu importe toute l'énergie que vous allez mettre en place, à un moment donné, il va y avoir une déviation sur votre projet et ça va commencer à être la merde. C'est comme ça, c'est mécanique. Le tout, c'est d'arriver de faire en sorte de réduire au maximum cette déviation pour que ça reste à peu près utilisable, à peu près maintenable. Voilà. Et ça m'amène à un sujet qui, je pense, est super important par rapport au concept d'architecture logicielle, c'est qu'on confond souvent rigide et solide. Quand on pense à architecture logicielle, on pense bah, à l'architecture de manière générale. On va faire un bâtiment qui est bien construit, qui est solide, qui résiste à tout. Sauf que quand on y réfléchit, en fait, un bâtiment qui est bien conçu, c'est pas un bâtiment qui est forcément rigide, c'est un bâtiment qui va être solide, qui va tenir dans le temps. Typiquement, si vous avez un bâtiment qui doit résister à un tremblement de terre, il n'est pas rigide. Au contraire, il va être juste un petit peu flexible pour résister et rester debout, parce que c'est ça le plus important à la fin. On ne veut pas un truc qui soit absolument rigide, parce qu'au contraire, ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas confondre solidité et rigidité. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pas une application qui est rigide, on veut faire une application qui est solide et qui tient dans le temps. Et pour ça, j'ai un petit exemple. Donc, imaginez qu'on est en train de faire un mini-jeu. Truc extrêmement classique, on a un joueur, voilà, il a de la vie, et on veut afficher cette vie. Voilà, donc vous allez créer un composant player, il va avoir une variable player life. Vous avez un composant pour afficher votre HUD, un composant pour afficher le game over, etc. Et comme dans Unity, c'est super simple de faire des liens, vous allez faire
des références comme ça croisées dans tous vos composants. Ça marche. On a vite des résultats. Tout le monde il est content. L'application évolue. Oups. Passe à la slide suivante. Ouais, voilà. Le joueur, il peut maintenant ramasser des objets, donc il va avoir un inventaire. Donc, paf, on rajoute un nouveau composant, donc on a un lien supplémentaire. On a rajouté un piège parce qu'on veut que le joueur il perde de la vie, donc tout d'un coup, on a un lien supplémentaire. Maintenant, on a un coffre qu'on peut ouvrir qui peut être potentiellement relié à un piège, donc on a commencé à avoir des liens. Puis quand on ramasse un objet du coffre, on va mettre quelque chose dans l'inventaire, donc on a des liens supplémentaires qui vont se créer. Et puis là, on va rajouter un PNJ qui lui aussi peut avoir de la vie, qui peut vous donner une quête qu'il va falloir afficher dans le HUD. Et puis, il peut aussi marcher sur un piège. Et puis, il faut avoir un lien aussi au joueur pour pouvoir lui permettre une interaction d'une manière ou d'une autre. C'est pas fini. Puis après, on va rajouter des monstres. Est-ce que vous voyez un certain pattern là, qui se dessine? Un certain plat italien, voilà. Et ça, c'est un petit peu le problème principal que je vois avec Unity, c'est que c'est tellement facile de relier les éléments très rapidement sur une scène qu'on en oublie de réfléchir. C'est dit un petit peu méchamment, mais en fait, c'est ça. Et le problème, c'est que quand vous arrivez à cette situation-là, bah, dès que vous allez vouloir toucher quelque chose, vous allez péter un autre truc à l'autre bout de la scène qui n'a absolument rien à voir parce que tous vos composants, ils sont très fortement liés. Et ça, c'est super problématique. Parce que vous n'allez pas pouvoir avancer sereinement, vous n'allez pas pouvoir faire évoluer votre application, ça ne sera pas flexible. Voilà. Donc, par rapport à ça, plutôt que de faire un énorme plat de spaghettis comme vous voulez le voir là, c'est de penser à ces trois principes. Rester flexible, avoir une bonne indépendance et être modulaire. Donc, flexibilité, l'idée c'est que vous puissiez facilement faire évoluer les éléments sans péter ce qu'il y a à côté. Donc, en fait, les trois sont très, très fortement liés, hein, on va pas se mentir. Indépendance, ça veut dire que vos composants, ils ne doivent pas avoir de dépendance directe avec tout le reste de votre application. Donc là, typiquement, l'inventaire, il ne devrait pas avoir de lien avec le joueur. Le joueur, il ne devrait pas avoir de lien avec son NPC. Après, ça pose d'autres questions, par contre. Et comment est-ce qu'ils font pour communiquer? Ça tombe bien, c'est le sujet du talk. Modulaire. Là, c'est aussi fortement lié à l'indépendance. L'idée, c'est de se dire, moi j'aime beaucoup cette image de dire on joue au Lego. Je veux enlever le système d'inventaire dans mon jeu. Je devrais pouvoir prendre mon composant inventaire, le retirer de ma scène, et le jeu devrait continuer de fonctionner comme si de rien n'était. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'atteindre ça. Alors ça paraît un peu utopique, mais c'est possible. Je vais vous montrer comment. On va passer par des design patterns. Vous connaissez tous les design patterns, j'espère. Si ce n'est pas le cas, renseignez-vous. On va parler de trois design patterns qui, selon moi, sont indispensables pour mettre en place ce que je viens de vous dire. Donc, premier, c'est Single Responsibility, Observer et Dependency Injection. Donc, on va commencer par le premier, Single Responsibility. C'est pas très compliqué. C'est le fait de se dire, non, une seule fois, c'est se dire qu'un composant, donc une classe C# si vous voulez, elle va faire une seule chose. Unity est construit sur cette architecture de composants. Et si vous regardez, un rigid body, ça affiche pas un bouton dans l'interface. Ça gère la physique. Voilà. Collider, ça gère la boîte de collision. Ça fait que ça. Tant quand vous allez coder vos programmes, quand vous allez créer vos composants, vous allez foutre n'importe quoi dans vos monobehavior. Parce que c'est plus pratique. Parce qu'on ne prend pas le temps de découper les choses correctement. Principe numéro un, du coup, découper les choses. Un composant, c'est une feature. Une seule chose. Et ça vous permettra de plus facilement de découper les éléments en des blocs que vous allez pouvoir ajouter ou enlever sans péter la moitié de votre application. Ensuite, on va avoir le pattern observer. Donc ça va être très utile. En gros, c'est envoyer des événements. Plutôt que d'avoir des liens directs entre vos composants, vous allez faire en sorte qu'ils envoient du courrier. Et l'idée, ça va être de créer le système de poste pour délivrer vos courriers. Voilà. Donc ça, c'est super simple. On ne fait pas de la communication directe, on envoie des messages. Voilà. Très, 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 très simple sur le papier, un petit peu plus compliqué à mettre en place en pratique. Ah non, pitié, pas les send messages. Et ensuite, on va parler de l'injection de dépendance. Donc ça, c'est un truc qui est très très utile et que vous utilisez déjà. En fait, quand vous exposez un champ dans un monobehavior et que vous le renseignez dans l'inspecteur, en fait, vous faites de l'injection de dépendance. Vous dites que votre composant, il a besoin d'une dépendance. Voilà, j'ai besoin d'avoir un lien vers mon texte, mon composant texte, pour pouvoir lire le contenu qui est à l'intérieur. Et c'est depuis l'inspecteur que vous allez dire, c'est tel champ texte que je veux utiliser.
Votre composant, il n'en sait rien. Il ne sait pas quel composant c'est et il s'en fout. Lui, tout ce dont il a besoin, c'est de savoir qu'il a besoin d'une dépendance qui est de tel type. Et ça, c'est très pratique parce que ça va nous permettre justement d'avoir cette mise en indépendance de vos composants. Un composant, il va pouvoir être utilisé potentiellement dans des cas d'usage différents et c'est pas lui qui va aller chercher ses dépendances. Donc, c'est pas lui qui fait les liens vers l'extérieur. Et on va pouvoir se servir de l'inspecteur pour faire les liens entre les composants. Et c'est un des principes qui va nous permettre d'avoir justement cette indépendance et de faire en sorte que bah, si vous avez votre GameObject euh, Inventory Manager avec le script de gestion de l'inventaire, si vous enlevez votre GameObject de la scène, bah, du coup, vous n'aurez pas des dépendances qui vont péter parce qu'il n'y aura pas de dépendance directe entre vos composants. On va passer par un autre système. Donc l'idée, pour passer par ça, c'est l'idée principale, c'est de vraiment concevoir la donnée et les messages comme étant extérieurs à vos composants. On a plutôt l'idée de se dire, j'ai un GameObject player, je vais mettre un monobehavior player et on va avoir player life à l'intérieur. Sauf que cette player life, on a besoin de l'utiliser ailleurs. Donc plutôt que de la mettre dans notre player et de dire que j'ai d'autres composants qui vont référencer mon player, je vais mettre ma vie du joueur à l'extérieur de mon composant et de me servir de ça comme si c'était une dépendance. Comme si c'était un champ texte que je viens renseigner, si vous voulez. Ce qui fait que derrière, bah, on a un espèce de conteneur pour notre player life. Et là, dans cet exemple-là, mon joueur, il a besoin de la vie pour fonctionner. Mon HUD, il a besoin de la vie pour l'afficher parce que bah, c'est pour ça qu'il est là. Maintenant, demain, si j'enlève le HUD, bah, mon joueur, il peut continuer de fonctionner. Parce qu'il fait sa vie dans son coin. Il a pas notion de l'existence du HUD, du game over HUD et de tout ce qui pourrait se passer à côté. Il s'en fiche en fait. Il n'a pas besoin de savoir que ça existe. Et ça, du coup, c'est une architecture qui vous permet d'avoir cette indépendance de vos composants et de pouvoir jouer au Lego. Et ça a plein d'avantages derrière. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre en place cette mécanique-là? Et bien en fait, c'est quelque chose qui est déjà intégré à Unity et qui s'appelle les Scriptable Objects. Voilà, c'est magique, ça fait le café. Même plus si vous lui demandez gentiment. Donc, pour reprendre ce petit exemple, voilà, on a cette idée du joueur qui peut se balader, marcher sur un piège, perdre de la vie et ramasser une potion, regagner de la vie quand il marche sur une potion. Dans ce cadre-là, on aurait un schéma qui serait celui-ci. Donc, on a le script qui va s'occuper d'afficher la vie du joueur dans une interface, un canvas ou en 3D, ce que vous voulez. On va avoir un gestionnaire de la vie qui, lui, va faire référence à la vie. Donc, on a un scriptable object qui va contenir juste un float, ce qui va dire voilà, le nombre de points de vie du joueur. Et ensuite, on va avoir un autre scriptable object qui va être un conteneur d'événements, cette fois, pour venir dire, bah, moi, je voudrais modifier la vie du joueur. Et ce qui est intéressant avec ce découpage-là, c'est que on a un seul composant qui va venir écrire dans un conteneur. Donc là, typiquement, la vie du joueur. C'est le Health Manager qui va gérer la vie. Et c'est lui qui écrit la vie. Et tous les autres, ils vont pouvoir accéder à ce conteneur-là plus en lecture. Ça implique que du coup, on passe par un événement. C'est-à-dire quand on marche sur le piège, on ne va pas venir directement dire j'enlève la vie du joueur, on va dire j'envoie un événement pour dire attention, je veux envoyer des points de vie au joueur. Et derrière, c'est le Health Manager qui va s'occuper de procéder à toutes les vérifications qui sont propres à bah, le fait d'enlever des points de vie. Parce que imaginez que votre joueur, il a une armure. Et que du coup, le fait qu'il porte une armure, il y a une réduction de dégâts. C'est pas votre piège qui devrait calculer ça. Parce que niveau single responsibility, bah, le piège, il s'en fout. Il a un niveau de dégâts à appliquer. C'est pas à lui de calculer ça, si vous voulez. Donc le fait de passer par ce genre de structure, bah, ça vous permet vraiment de séparer correctement les responsabilités là où elles doivent être et de pouvoir ensuite vraiment jouer au Lego. Parce que demain, là, si je prends cette structure, je vais enlever les pièges de mon jeu parce qu'on a décidé que ça apportait rien au projet. En fait, on enlève tous les game objects qui ont le composant trap et c'est fini. Le jeu, il continue de fonctionner, ça marche. Et pour de vrai, hein, c'est pas une blague, hein, ça marche. C'est véridique, hein. Moi, ça fait des années qu'on fait les projets comme ça fonctionne. Donc en termes de flexibilité, c'est ouf. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Tadala, oui, voilà. Donc du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment des composants qui sont indépendants. Et ça a un effet secondaire qui est super intéressant, c'est la gestion des préfabs. Vous savez, les préfabs que vous construisez, que vous mettez sur votre scène, et en fait, vous vous retrouvez à avoir des surcharges locales sur tous vos préfabs parce que vous avez des liens entre tous vos préfabs. À qui c'est déjà arrivé? N'ayez pas honte. Le truc, c'est qu'un préfab, on doit pouvoir le poser sur la scène et il doit fonctionner tout seul.
qu'un préfab, il ne devrait pas avoir de surcharge locale pour pointer sur un autre endroit de votre scène. Par exemple, un autre manager. Voilà. Donc ça, c'est problématique. Parce que du coup, ça veut dire que vous allez avoir des surcharges sur votre scène. Et si vous bossez à plusieurs, genre deux, bah en fait, vous ne pouvez pas bosser à deux en même temps sur la même scène parce que vous allez devoir publier en même temps votre scène. Il va y avoir des conflits. Ça va foutre la grouille dans votre organisation de travail en équipe. Vos préfabs, il faut qu'ils soient vraiment indépendants, autonomes. Et avec cette structure-là, bah, c'est possible en fait. Parce que tout ce qu'il va y avoir comme référence, c'est un scriptable object. Un scriptable object, c'est un asset. C'est directement lié à votre projet. Donc en fait, vous pouvez poser votre préfab sur la scène, ça marche. Ça tombe en marche. C'est magique. Sérieusement, je vous jure, c'est magique. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Alors moi, je considère que ça a vraiment beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Concrètement, ce qui est vraiment bien, c'est que ça va vraiment vous permettre de tester une fonctionnalité unique dans un coin. Vous avez fait votre préfab qui permet de gérer l'inventaire. Vous avez un bug sur l'inventaire. Vous faites une nouvelle scène vide. Vous posez votre préfab d'inventaire. Vous pouvez tester le système d'inventaire. Vous avez besoin de rien d'autre. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Si vous utilisez des singletons, voilà, ne faites pas ça. Vous lancez votre scène, vous mettez votre préfab de player, et là vous avez une erreur dans la console qui vous dit ah bah tiens, tel singleton il n'est pas initialisé, il n'est pas là. Ok, vous rajoutez un autre préfab. Ah bah celui-là non plus, du coup il fait appel à un autre préfab. Ok, vous faites ça, et en fait, de fil en aiguille, vous retrouvez à avoir recréé sur votre scène de test la totalité de votre scène de jeu. Intérêt, zéro. Parce qu'en plus, vous allez avoir tout le bordel qui va avoir autour et ça va faire du bruit dans votre processus de debug et de comprendre bah, qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on fait pour le débugger, pour le corriger. Là, avec ça, vous prenez votre préfab, vous le mettez, vous cliquez sur Play, ça marche. Et vous allez passer du coup par vos scriptable objects, via vos événements, via vos différentes variables, pour changer les valeurs et faire en sorte que votre composant il réagisse dans le cas de figure que vous avez pour pouvoir débusquer le bug, le corriger. Et vous avez fait ça sur une scène vide, ce qui est quand même un gain de temps assez considérable. Vous n'avez pas besoin de vous emmerder à galérer à reproduire le cas de test. Et ça, c'est, enfin, vous êtes tous devs, donc je ne vais pas vous expliquer plus longtemps l'intérêt que ça peut avoir. C'est important. Voilà. Je vais pas parler de tous les avantages, pardon. Voilà, faire des vrais préfabs, donc ça on en a parlé. Travailler plus facilement en équipe. Bah, mécaniquement, si vous pouvez tester, valider une feature juste sur un préfab tout seul, bah, vous pouvez le tester dans votre coin, il n'y aura pas d'impact sur tous les autres. Parce que si vous travaillez sur un préfab, bah, vous pouvez avoir deux personnes qui travaillent en parallèle sur deux préfabs différents qui sont utilisés sur la même scène, il n'y aura pas de conflit. Donc moins de risques de conflit, moins de risques d'erreur dans ces cas-là. C'est vraiment plus facile de travailler en équipe dans ce cadre-là. Donc si c'est plus facile, on peut aller plus vite, on peut aller plus loin, faire plus de choses, etc., etc. Et surtout, on peut passer plus de temps à faire les choses proprement. Une des problématiques qu'on avait au départ, bah, avec une architecture comme ça, on peut prendre le temps de faire les choses un petit peu plus proprement qu'on pourrait le faire habituellement. Le seul inconvénient par rapport à ça, c'est qu'on va se retrouver à avoir une architecture qui va être un petit peu décentralisée et la donnée, elle va être sortie de nos conteneurs. Donc ça peut être très perturbant au début. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, c'était bizarre. Mais franchement, après plusieurs années, je ne m'imagine pas travailler autrement maintenant. Donc ça peut être déroutant au début, parce que c'est pas là qu'on mettrait l'information. Euh, mais en termes d'architecture, ça a vraiment tellement d'avantages que ça vaut le coup. Voilà. Alors, vous étiez censé être un talk par rapport à la XR. Donc concrètement, si on revient un petit peu plus par rapport à la XR. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, la XR c'est quoi? C'est de la 3D temps réel, comme du jeu vidéo, mais avec la complexité supplémentaire d'avoir du matériel spécifique. Ce qui fait qu'on a déjà des contraintes qui sont fortes, parce que c'est pas évident. Et en plus, on va se rajouter la contrainte du matériel spécifique. Donc vous allez galérer à structurer votre application, vous allez galérer à la débugger, vous allez galérer à la développer. Et ensuite, pour la tester, il va falloir mettre un casque, et genre cliquer sur Play, mettre le casque, vous mettre en situation, essayer de reproduire, ça marche pas, vous sortez du mode Play, vous relancez le mode Play, vous essayez de reproduire votre cas de figure, ça marche pas. Et vous allez passer 2 heures et demie à essayer de faire un truc absolument simple. Bah, cette approche-là, vu qu'en fait, vos features, vous allez pouvoir les tester très facilement, bah, la grande majorité de vos features, vous allez pouvoir les tester sans avoir besoin de votre matériel. Alors, je sais que ça peut paraître encore une fois contre-intuitif, mais c'est plus efficace de faire comme ça. Euh, les temps de compilation, on n'en parle même pas. Si vous avez besoin de compiler une grosse application VR, bah, s'il faut compiler à chaque fois que vous avez besoin de faire un test, ça va être compliqué, ça va prendre du temps, et c'est pas du temps sur lequel vous êtes vraiment productif. Donc, il faut limiter au maximum ce genre de temps-là. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voilà, tester au maximum dans l'éditeur.
Ça, c'est vraiment une des clés. Et pour ça, en fait, ça nécessite de faire un autre travail au niveau architectural, plus spécifiquement dans la réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est de découper les features qui vont être propres à votre matériel des features qui ne le sont pas. Donc, ce qui va être propre au matériel, c'est la gestion des interactions, le hand tracking, le fait d'appuyer sur un bouton de votre manette, etc. Le fait de mettre, euh, j'allais dire mettre votre contrôleur quelque part dans l'espace, mais ça même pas, on peut le tester dans l'éditeur. Et de l'autre côté, d'avoir les features que vous pouvez tester via cette approche-là, directement dans l'éditeur, en déplaçant des GameObjects et en faisant des tests, on va dire, directement dans l'éditeur. Parce que si vous faites ce découpage-là, bah, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a 80%, voire 90% des features de votre application qui sont testables sans avoir besoin de votre matériel spécifique. Et c'est les 10% restants qui vont, entre guillemets, vous emmerder parce qu'il va falloir effectivement tester sur le device. Et du coup, si vous pouvez tester la majorité de votre application dans l'éditeur, bah, c'est un gain de temps de dingue. Vous pouvez déjà valider que votre application elle est stable dans l'éditeur. Et dans un second temps, parce qu'il ne faut pas oublier de tester pour de vrai quand même, vous faites votre build, vous testez et vous confirmez que tout est OK sur le device cible. Et là, le gain de temps, il est quand même phénoménal. Vous n'avez pas passé des journées juste à cliquer sur Play et rentrer en mode VR et faire votre test et galérer à reproduire votre bug. Donc c'est quand même vachement intéressant. Ce qui m'amène à la conclusion. J'ai essayé de faire vite pour rattraper, histoire qu'on ait le temps de poser des questions. Euh, Dans le monde de la XR, les choses, elles évoluent très vite. On en discutait tout à l'heure. Expliquer comment on crée un projet en VR aujourd'hui et comment on crée un projet en VR il y a 2 ans. Et pour le coup, moi, quand j'ai commencé en 2014-15, c'est pas du tout de la même manière qu'on a d'architecture les projets. On a des outils maintenant qui font plein de choses. Donc, c'est un environnement qui change beaucoup. Donc, il faut être extrêmement flexible. Il faut s'adapter à des changements qui parfois vont vous faire un 180 sur l'autoroute par rapport à vos projets. Donc, il faut prendre ça en compte quand vous allez structurer vos applications pour faire en sorte de réagir à ça et de suivre les vagues plutôt que d'essayer d'être le gros rocher en plein milieu. Parce que là, vous allez vous faire déboîter. Voilà. Donc, ma conclusion, c'est ça. C'est de vous dire, il faut réfléchir à des moyens. Alors, moi, c'est d'architecturer vos applications de manière flexible. Ça, c'est ma proposition. Il y en a peut-être d'autres. Honnêtement, je serais ravi d'en discuter avec vous parce que ça m'intéresse. Tout sauf des singletons. Et, euh, et ça, c'est une façon de faire que, du coup, bah, j'ai découvert. Je n'ai pas forcément inventé l'eau chaude non plus, hein. On réinvente pas mal de choses. Mais honnêtement, pour avoir utilisé cette approche-là depuis plusieurs années dans nos projets, c'est le genre de choses qui nous permet de livrer une application de formation VR, d'avoir le client qui la teste pendant une semaine, qui nous fait des retours de test toutes les demi-journées. Et en une semaine, on fait 8 versions, on corrige tous ces bugs, la recette est terminée et on a 1 an de garantie sans retour de bug. Ça, c'est un résultat qu'on a eu dans notre équipe. Donc, ça permet d'être hyper réactif, ça permet d'être véloce et d'assurer une bonne stabilité, parce que comme les composants ils sont bien autonomes, bien indépendants, on n'a pas le risque d'avoir des effets de bord toutes les 5 minutes parce qu'on a touché une ampoule quelque part. Voilà. Donc, bah, merci pour votre attention. J'aimerais remercier Unity France de nous avoir accueillis pour cette matinée de conférence. C'était vachement chouette. Merci pour l'équipe d'Orga. Merci à vous d'avoir écouté, d'être encore là, alors que je sais que vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller manger. Moi, ce que je vous propose par rapport à ça, c'est de réfléchir un petit peu à tout ce que je vous ai présenté là et potentiellement dans votre prochain projet ou un projet de Game Jam ou autre, d'essayer de réfléchir à cette approche-là pour voir comment est-ce que vous pouvez vous l'approprier. Pas forcément reprendre tel quel ce que je vous ai proposé, mais réfléchir à ces concepts-là pour peut-être trouver une approche qui vous permet de vous rapprocher de cette idée-là. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur notre site web, même s'il n'y a pas grand-chose dessus, juste dire qu'on est là. Mon LinkedIn un petit peu plus, voilà, parce que je suis assez actif, pas ces derniers temps parce que je suis très chargé. Et dernier petit détail, on a une chaîne YouTube sur laquelle on fait de la vulgarisation sur tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un œil, c'est par là. Merci pour la présentation. Ça fait plaisir de revoir Descriptable Objects depuis une présentation à la Unite en 2016. C'est quand même pas mal. Et j'aurais justement une autre remarque de l'utilisation, c'est qu'on peut enregistrer du coup les positions, orientations, enfin plein de variables dans l'éditeur, les sauvegarder au lieu de à chaque fois de faire clic droit sur Save Values. Donc vous pouvez avoir un Scriptable Object pour modifier toute votre scène, quitter le mode éditeur, enfin le mode play et avoir toujours tout ce qui tourne. Et même faire ça après en dirty si jamais on veut les effacer en runtime. J'aurais deux questions là-dessus. J'ai eu de la difficulté, moi, à l'instanciation en temps réel.
Donc, quand la scène tourne, d'appeler un scriptable object on va dire dans mon projet et d'arriver à l'instancier que ça marche bien. Et aussi le fait que je me suis retrouvé avec un spaghetti de code, mais d'événements et de pratiques de travail. Parce que du coup, avec un découplage total. Donc, j'aimerais bien avoir ton retour justement sur comment travailler à plusieurs sur cette méthode de travail. Alors, la première question, c'était l'instanciation en temps réel. En fait, tu peux structurer tes composants là. L'exemple que je donne à mes élèves, c'est tu as un monstre avec une barre de vie qui est au-dessus de sa tête, avec les composants bien découpés avec un événement pour communiquer. Quand tu vas spawn ton préfab, en fait, tu peux créer à la volée un scriptable object d'un type donné. Donc, j'ai plus le code en tête, mais c'est une ligne de code qui te permet de te générer un asset virtuel qui va être chargé en mémoire. Et après, tout ce que tu as à faire, c'est de venir injecter cet asset-là partout où tu en as besoin. La structure, elle ne change pas. Voilà, donc dans l'ensemble, tu peux le faire comme ça. Après, pour l'histoire du spaghetti de code d'événements, bah, c'est un petit peu lié à ce que j'ai montré sur une slide par rapport au fait de structurer en fait qui fait quoi. Donc, c'est très fortement lié au single responsibility. C'est bah, tu as le health manager et il n'y a que lui qui écrit dans la vie du joueur. Donc c'est le fait de se dire, il y a un composant, on va dire, maître, qui va s'occuper d'écrire dans des valeurs. Et après, on va passer par des événements pour faire communiquer les événements entre eux. Donc, si déjà tu te forces à faire ça, tu vas avoir tous tes événements qui vont converger vers certains scripts, ce qui fait que ça sera beaucoup plus facile de faire le suivi de qui fait quoi à quel moment. Parce que si tu as toute ton application qui vient changer la player life quand il en a envie, quand il veut faire, etc. Si derrière tu fais de la programmation réactive et que tu déclenches des événements au moment de la modification, bah, tu peux te retrouver dans un cas où tu vas avoir 15 modifications de la vie du joueur dans la même frame, pas forcément dans le bon ordre que tu veux, et ça va te déclencher des effets de bord derrière qui sont difficiles à gérer. Donc l'idée, c'est de structurer le flow de ton information avec deux choses, c'est les variables et les événements. En fait, c'est presque la base de la programmation orientée-objet, c'est on communique normalement par des événements, sur le principe. Après, on fait des fonctions, etc. Mais l'idée, c'est d'envoyer un événement. Donc, quand tu as un composant, c'est de dire bah, avec qui il doit communiquer et de quoi il a besoin pour fonctionner en termes de dépendance. Et si tu fais ça, même si ton projet, il grossit quand même pas mal, c'est relativement facile d'arriver à trouver qui est lié à quoi, justement via Visual Studio ou Rider ou peu importe, pour trouver bah, qui utilise cet asset-là. Parce que du coup, tu as une classe spécifique. Donc, tu peux remonter la ligne de code pour savoir où est-ce que c'est utilisé. Là où si tu utilises par exemple des Unity Events, là c'est un enfer parce que tu n'as aucun moyen facile de retrouver qui est relié à quoi et tu vas te perdre dans bah, c'est un game object à l'autre bout de la scène qui fait ci, qui fait ça, et truc, et voilà. Donc pour répondre à ta question, pour moi ça serait d'ordonnancer qui fait quoi vraiment de manière assez violente, pour rester poli, euh, pour faire en sorte qu'il y ait vraiment un seul composant qui vienne écrire sur une donnée spécifique. Et après tu passes par des événements pour transférer les demandes, en fait, les requêtes que tu veux faire, quoi. J'ai une remarque à faire, c'est que ça ressemble énormément à ECS. Ce que vous avez testé, et donc du coup j'ai envie de dire, est-ce que vous avez testé ECS avec la réalité virtuelle ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose qui semble faisable? J'avais testé de le faire, mais pas eu trop le temps. Est-ce que ça ressemble à ECS? Oui, c'est le même principe. C'est le principe d'extraire la donnée des composants, donc d'avoir le composant avec la mécanique et de la donnée à côté. Donc sur le principe, c'est la même chose. C'est un petit peu cette idée du... Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est le Data Oriented Development. On oriente la structure autour de la donnée plutôt que les comportements. Donc il y a un petit peu de ça. Est-ce que j'ai déjà utilisé ECS? Oui. Est-ce que je l'ai déjà utilisé dans le cadre d'un projet facturé? Non. Et pas dans le cadre de la réalité virtuelle. Après, je pense que ECS en soi n'est pas forcément lié spécifiquement à la réalité virtuelle. Ça va dépendre des besoins qu'on va avoir. Et il ne faut pas se dire que ECS, c'est genre le futur et que la version actuelle d'Unity, elle va disparaître. Non. Non, parce que c'est tellement complexe de mettre en place des choses et la structure n'est pas du tout la même et c'est pas applicable à tout. Ça va vraiment être pratique si tu vas avoir 450 000 entités sur ta scène qui doivent faire qui ont toutes le même comportement. Là, il y a une utilité et l'utilité, elle sera là que ça soit de la réalité virtuelle ou pas. Donc pour moi, c'est indépendant en fait. Parce que j'ai répondu à toutes tes questions. Dans ton exemple ici avec le Health Manager, on va du coup, si j'ai bien tout compris dans mon système, ton Health Manager, il n'a pas de variable qui s'appelle Health. Et ta variable, elle est dans ton Player Life, tu vas avoir Player Life pour Health, qui est un scriptable object. Et si tu veux que ton trap, il envoie il enlève de la vie à ton joueur, tu fais pas trap
dans ton trap, tu fais pas genre on trigger hunter, tu fais pas else manager.instance. Du coup, tu vas appeler ton scriptable object qui s'appelle update player life. Donc là, tu vas avoir une référence dans l'inspecteur avec ton update player life qui va être drag and droppé dans ton trap. Du coup, si comme ton trap est un préfab et que ton update player life est un asset, ça veut dire que ton préfab directement de ton trap, il peut avoir directement la référence update player life. Et du coup, t'es pas emmerdé parce que tu es déjà entre assets et t'es pas dans la scène à devoir balancer des liens vers d'autres assets. Donc ça, c'est hyper pratique. Et la question que je veux dire, c'est si tu fais. Du coup, ton update player life, il a la fonction genre enlève des points de vie, enfin, genre remove life ou add life, parce que tu as la potion qui fait ça. Et du coup, même ton health manager, il a même pas la fonction add life et remove life, quoi. J'aimerais bien un petit peu que tu décrives un petit peu si la potion elle donne la vie, où est-ce qui appelle quoi, quelle fonction un peu là-dessus. Parce que j'ai l'impression que bah, d'habitude, enfin, quand on a l'habitude, on va faire un singleton health manager dans lequel il y a un point health, donc il a le player life, et puis lui-même, il a le point add life. Et là, tu as vraiment deux singletons différents, et pourquoi tu mets pas le add life dans le player life? Et pourquoi ton add life il est dans le update player life? Enfin, voilà, je voudrais que tu décrives un petit peu ça. Alors, pour répondre à la dernière question, c'est la single responsibility. C'est de se dire, le stockage de la donnée, ça dépend de l'événement qu'on va vouloir envoyer. Parce que tu peux vouloir envoyer un événement pour dire, il s'est passé quelque chose sur ma scène. Le composant qui va envoyer cet événement-là, il n'a pas forcément besoin de savoir que ça va avoir un impact sur la vie. Lui, ce qu'il a besoin de dire, c'est, il s'est passé ça. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour l'histoire du découpage. Ensuite, pour ce qui est de l'ordre, l'idée, c'est que voilà, bah, le trap, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bah, il y a le joueur qui a marché sur un piège. C'est tout. Il n'a pas besoin de savoir qu'il y a la vie qui est en jeu. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir ce découpage, c'est le trap en soi, il va juste détecter que le joueur il a marché dessus. Et il va envoyer peut-être une quantité de dégâts ou une information, le type de dégâts, genre feu, flamme, peu importe. Derrière, le trap, il n'a pas besoin de savoir plus que ça. Parce que c'est son job, c'est sa mission, il fait juste ça. Donc il envoie ce message-là via notre asset. Donc on arrive jusqu'au Elf Manager. Le Elf Manager, il va s'abonner à l'événement qu'on a à l'intérieur de notre scriptable object. Donc lui, oui, c'est ça, on fait un action, un delegate, peu importe la structure, mais c'est un conteneur d'événements, quoi. Le Health Manager, il va s'abonner à ça. Donc, il va recevoir le message qui lui dit, bah, quelqu'un m'a déclenché cet événement-là et moi, je vais décider de le traiter comme j'en ai envie. Donc, derrière, il va dire, OK, bah, je vais calculer la quantité de dégâts que je vais appliquer, potentiellement prendre en compte les armures du joueur, les buffs, les sorts qu'il a pu avoir, etc. Tout le micmac de gestion de la vie. Et ensuite, il va dire, c'est bon, j'ai mon nouveau nombre. Et là, il va venir l'écrire dans le conteneur. Voilà. Donc, l'ordre, en fait, ça va être ça. Et si on va jusqu'au bout, l'idée, c'est que vos conteneurs de données ils soient réactifs. Donc, vous ayez l'équivalent d'un on-change. Ça prend vraiment 5 minutes à programmer, hein. Et que du coup, bah, le health manager, il met à jour la vie et il se dit, c'est bon, moi j'ai fait mon job. Et derrière, par contre, vous pouvez avoir plein d'autres composants qui, eux, vont utiliser la vie, qui vont s'abonner à cet événement pour dire ça a été modifié. Et c'est à ce moment-là que du coup, l'interface graphique, elle va se mettre à jour. Donc l'idée, c'est d'avoir ce déroulement-là et vraiment de séparer qui fait quoi. Le trap, il dit juste, le joueur, il a marché sur un piège, démerdez-vous. Le manager, il dit, OK, là, il faut que j'applique des dégâts, je calcule les dégâts, j'ai renseigné la nouvelle valeur de point de vie, c'est bon, j'ai fini mon taf. C'est pas à lui de dire à l'interface graphique de se mettre à jour, c'est pas à lui de notifier le joueur adverse que le joueur il a perdu de la vie, etc. C'est pas son job. Donc, il faut le faire dans ce sens-là. Est-ce que ça répond à ta question? OK. Je pourrais répondre aux autres questions après. Il y a encore un. Ouais, du coup, enfin, parce que là, c'était le cas encore simple, même si on l'avait mal fait. Mais si Trap, il peut interagir, enfin, en quelque sorte, avec le player, avec les PNJ, avec les monstres, avec tout. On a un update X life par entité, et chacun va gérer sa propre vie, du coup, ou, enfin, parce que c'est là, on reprend l'exemple simple, je dirais. C'est pas encore le où on est perdu, quoi. Alors, c'est très intéressant. Je vais essayer d'être court parce que sinon on va partir dans de l'architecture logicielle un petit peu poussée. C'est là qu'en fait il faut réfléchir au type de message que vous avez besoin d'envoyer. C'est vraiment le cœur, c'est qu'est-ce qu'on a besoin d'envoyer comme message. Parce qu'effectivement, là c'est l'exemple type où il y a juste le joueur qui peut marcher dessus. Donc forcément, si cet événement-là est déclenché, c'est que c'est le joueur qui a marché sur un piège. Maintenant, si tu veux que tes PNJ ils puissent aussi marcher sur un piège, ça veut dire qu'il va falloir que peut-être que tu structures différemment. Et effectivement, te dire, bah, c'est d'envoyer un message pour dire, bah, il y a quelqu'un qui a marché sur un piège. Et du coup,
ça veut dire qu'il va peut-être falloir envoyer d'autres paramètres pour dire qui a marché sur le piège. Et à ce moment-là, tu auras ton health manager du joueur, le health manager de ton entité, qui vont peut-être s'abonner à cet événement-là et qui vont dire, bah ok, je reçois le courrier, j'en ai pas besoin, mais tant pis. Alors dans l'absolu, c'est pas super élégant, mais au moins on reste indépendant. Et si tu veux rajouter une autre entité, un monstre par exemple, et que tu veux qu'il marche sur un piège, bah, ça marchera aussi, tu vois. Donc l'idée, c'est de découper comme ça. Après, c'est une réponse un petit peu rapide, je pense qu'il y a peut-être plus propre de faire, mais sur le principe, tu peux utiliser la même mécanique. Et il faut juste envoyer suffisamment d'informations dans ton message pour que le receveur il puisse savoir qu'est-ce qui se passe. Alors évidemment, si tu as 150 scripts qui écoutent cet événement-là sur ton projet, peut-être que c'est pas la bonne solution. Il faudra peut-être réfléchir à un autre moyen, comme faire de l'instanciation à la volée et faire qu'il y ait juste un seul GameObject qui soit abonné à l'événement, pour que ça marche. Mais sur le principe, ça reste valable, quoi. Est-ce que tu as des recommandations sur les tests automatisés, soit les unity tests, soit des tests où on moque un comportement d'une entité? Une recommandation en 3 mots. Recommandation en 3 mots? Oui. Non, en fait, pour tester, pour mettre en place des tests automatisés, il faut pouvoir isoler les comportements. Voilà, ça c'est le premier point. On ne peut pas faire des tests automatisés si vos composants ne sont pas isolés, autonomes, indépendants. Juste, ça ne marche pas. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles je n'aime pas le principe des singletons, c'est parce que vous ne pouvez pas tester unitairement une feature si vous utilisez des singletons, parce que vous allez être obligé de tester la moitié de l'application en même temps. Et ce n'est pas le principe d'un test unitaire. Donc on peut faire ça. Et le fait d'avoir ce découpage-là en passant par des scriptable objects, en fait, ça devient très simple de pouvoir injecter des dépendances quand vous faites un test unitaire, parce que vous allez tester un cas de figure particulier, vous construisez votre cas d'usage, vous injectez les scriptable objects qui sont bien, et ça marche. Donc sur le principe, oui, on peut faire des tests unitaires comme ça sur cette architecture. Ça permet de le faire, ce qui n'est pas forcément le cas si vous avez des liens dans tous les sens. Est-ce qu'il faut le faire? Ça dépend pourquoi. Parce que c'est comme toujours, faire des tests automatisés, ça prend du temps. C'est pas que c'est pas bien, mais c'est comme toujours, hein, voilà, on n'a pas le temps de faire les choses proprement. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est d'identifier les mécaniques qui sont peut-être extrêmement décisives ou cruciales par rapport à votre application, qui sont amenées à potentiellement avoir un impact par rapport à tout le reste. Donc, si vous avez un système central, genre une application de formation avec une gestion de scénarios et une progression dans des scénarios, c'est le truc ultra typique, bah, peut-être que tester unitairement ce système-là de gestion de progression de scénario, c'est une bonne idée. Parce que si demain vous rajoutez une feature là-dedans, bah, vous êtes content de ne pas avoir testé toute votre application pour vérifier que vous n'avez pas pété quelque chose. Donc l'idée, c'est pas forcément encore une fois, d'être un extrémiste dans un sens ou dans l'autre. Les tests unitaires, moi, je recommande d'en faire. Est-ce qu'on a le temps de l'en faire, ne serait-ce que dans ma boîte? Non, parce que on a tous les mêmes contraintes, on n'a pas forcément le temps. Ce qui n'empêche pas de structurer les choses de manière à ce que si on veut mettre en place des tests unitaires, c'est possible. Voilà. Et typiquement, avec cette approche-là, c'est clairement possible. Merci Alex pour cette très bonne présentation sur les bonnes pratiques de développement. J'espère que ça a plu à tout le monde et à bientôt pour une prochaine édition.